Salut Laurence. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Laurence, tu es historienne et tu viens, alors tu es spécialiste de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, mais là tu es un peu sorti de ton champ strict d'expertise pour rédiger une histoire populaire de la France, sous-titrée d'il y a très longtemps à nos jours, aux éditions Agone. Honnêtement, c'est passionnant. Moi, j'appelle ça un livre de toilette. Je le dis avec énormément d'amour, mais c'est comme l'histoire mondiale de la France ou Ulysses de Joyce. Tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page, lire voilà, ce que tu as écrit sur je ne sais quelle période historique et en tirer énormément d'enseignements. Ma première question, c'est donc c'est une histoire populaire de la France. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire une histoire populaire de la France? Pourquoi est-ce que c'est important en 2024 qu'une enseignante, qu'une historienne comme toi se dise tiens, je vais écrire une histoire populaire de la France qui commence, du coup, il y a très longtemps. Alors d'abord, je ne sors pas exactement de mon champ de compétences, je reviens à mes premières amours. C'est-à-dire que mon premier domaine de recherche, ça a été la question du roman national, de la déconstruction du roman national. J'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années avec Suzanne Citron, par exemple, qui est l'une des premières à avoir réfléchi là-dessus. Et j'ai aussi participé à des associations, notamment le CVUH, donc ça fait 20 ans tout ça, où on avait comme activité de déconstruire le roman national. En fait, on était toujours en train de déconstruire. Et ça me trottait dans la tête de proposer, c'est-à-dire de plus être simplement dans la déconstruction, l'analyse et un peu dans une posture de surplomb, en mode mais non mais ça c'est faux, mais non mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Ça me trottait dans la tête aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me faisaient des réflexions, des gens pas du tout du monde de l'histoire, ça peut être des parents d'élèves, ça peut être des gens que je croisais comme ça, et qui me disaient mais enfin qu'est-ce que vous avez contre Clovis, contre Jeanne d'Arc, moi c'est toute mon enfance, je suis assez sensible à ça, à ce côté au nom de quoi je suis un peu une empêcheuse de plaisir en déconstruisant. Et donc voilà, ça c'était une première raison. Je me suis dit non, en fait il faut essayer de produire, il faut se lancer. C'est vachement plus difficile de produire que de déconstruire en fait. Donc il faut se lancer et puis il faut se lancer avec ce défi qui est d'écrire pour ces gens qui sont venus me voir. Et donc, qui avaient envie, qui aiment l'histoire, qui aiment le passé, qui aiment qu'on leur raconte une histoire. Et j'avais envie de leur donner ce plaisir-là et de raconter une histoire qui soit juste, donc qui soit pas celle du roman national, mais une histoire qui soit accessible à tous. Et donc, c'est évidemment pas le premier projet d'histoire populaire, puisque il y a eu Howard Zinn sur les États-Unis, il y a eu Gérard Noiriel sur la France il y a quelques années. Et moi, ce que j'apporte, ma touche personnelle, c'est le côté histoire du peuple pour le peuple. C'est l'accessibilité en fait de cet écrit. C'est ce que tu disais, je l'ouvre à n'importe quelle page et je me plonge à un moment donné du passé, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un truc que je pige pas tellement, c'est que cette histoire de roman national, qui semble toujours être assez prégnant dans la population, c'est plus du tout enseigné dans les écoles. Moi, j'ai 35 ans. Quand j'étais à l'école, on m'apprenait pas le roman national. Je veux dire, les manuels d'éducation ainsi que mes professeurs d'histoire, ils ne versaient pas dans cette histoire du roman national. Alors, pourquoi est-ce que, d'après toi, encore aujourd'hui, on a besoin d'aller contre ce roman national alors qu'il n'est plus enseigné à l'école? Peut-être, du coup, 2 mots sur ce qu'est le roman national. Le roman national, c'est ce récit qui commence par « Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois ». Pas ses ancêtres, ses habitants les Gaulois. Et puis c'est Vercingétorix qui dépose ses armes aux pieds de César. C'est Clovis qui se fait baptiser, à sa suite, l'ensemble des Francs devient chrétien. C'est Charlemagne qui invente l'école et qui invente l'Europe. C'est Saint-Louis qui lave les pieds des lépreux sous son chêne et qui rend la justice. C'est Jeanne d'Arc qui boute les Anglais hors de France. J'ai oublié Charles Martel qui nous a évidemment protégés des Arabes. C'est ça. Cette histoire que je raconte là, aujourd'hui encore, quasiment tout le monde la connaît.
C'est une histoire qui est une façon dont on racontait l'histoire de France au XIXe siècle. Tout le monde la connaît, encore aujourd'hui. Et tu as raison, c'est plus enseigné dans les classes. Il y a des petites touches, quand même, qui persistent, mais c'est tout à fait minimal et relativement insignifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est pas enseigné à l'école, c'est présent partout ailleurs. Et de fait, si tu regardes par exemple la littérature jeunesse, ce n'est quasiment que du roman national. La BD, les jeux vidéo, les films, les Stéphane Bern, les Laurent Deutsch, les parcs d'attractions, le Puy du Fou, etc., c'est du roman national. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'école où on apprend l'histoire. Ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire que on parle d'histoire partout dans cette société. Les gens, ils adorent l'histoire. Voilà. Et en fait, le récit scolaire de l'histoire, il n'a pas du tout la puissance nécessaire pour contrer cette forme de récit qui est un rapport populaire, un rapport social à l'histoire et qui aujourd'hui a une force de frappe énorme. Par exemple, Laurent Wauquiez, là, dans la région Rhône-Alpes, vient de financer, ça a été l'une des plus grosses subventions de ces dernières années, vient de subventionner un énorme spectacle qui est sur, raconte l'histoire de France, je ne sais plus exactement quel est le titre, qui est sur véritablement le récit national. C'est un spectacle grand public énorme qui attire beaucoup de gens, qui a coûté la peau des fesses. Le Puy du Fou, pareil. Et moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit ah mais moi, le Puy du Fou, j'y suis allée, j'ai adoré. Enfin, le Puy du Fou, c'est De Villiers, c'est vraiment l'idéologie la plus réactionnaire qui soit, quoi. Donc, ça veut dire que ça circule, ça veut dire qu'ils ont une force de frappe, ça veut dire que ce roman national, il active quelque chose chez les gens, qui est de l'ordre de la Madeleine de Proust, qui est une façon de partager un récit commun, etc. Et nous, les historiennes et historiens, on a un peu délaissé ce champ-là, celui justement du rapport social à l'histoire, du rapport populaire à l'histoire. On l'a un peu délaissé, ce que je disais tout à l'heure, on l'a un peu méprisé aussi. Je pense, très honnêtement, qu'il y a un peu de mépris de classe là-dedans. Et c'est aussi ça que j'avais envie de tenter, c'est-à-dire essayer autre chose qui soit aussi réjouissant que cette Madeleine de Proust-là. Est-ce que tu dirais que ce que tu as essayé de produire, peut-être aussi ce que Gérard Noiriel a essayé de produire, c'est un roman national alternatif? En quoi ce que tu as écrit, ce n'est pas un autre roman national? Alors d'abord, dans la formule roman national, il y a roman. Et roman, ça veut bien dire une liberté complète laissée à la possibilité de mettre de la fiction en fait dans l'histoire, quoi. Moi, il n'y a pas de fiction. C'est-à-dire que tout ce que je raconte, c'est indexé à la recherche historique la plus récente. Donc déjà, c'est pas un roman, mais c'est un récit. Ça, c'est vrai, c'est un récit. Alors, est-ce que c'est un récit alternatif? Oui. Est-ce que c'est un récit de gauche? Non. Alors, c'est un récit alternatif, oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une autre proposition de récit. Donc, en fait, c'est une autre histoire que je raconte. Voilà. Mais je reprends quand même des éléments du roman national, mais en expliquant pourquoi ça s'est pas réellement passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a Vercingétorix dans ce récit, il y a Clovis, il y a Charlemagne, mais j'explique quelle est véritablement leur place dans le passé français. Et puis surtout, j'explique que derrière eux, il y a une masse d'individus, le plus souvent anonymes, qui vit au quotidien, qui se nourrit, qui cultive, etc. Et puis parfois qui lutte, parfois pas du tout. Et puis parfois qui se soulève, qui se révolte, etc. Il y a des hommes, il y a des femmes, évidemment, parce que dans le roman national, il n'y a pas de femmes. Il y a aussi toutes ces catégories de population qui viennent d'ailleurs, alors que le roman national, c'est vraiment une vision d'une France toujours déjà là, hein, comme si les frontières étaient fixes. Moi, j'arrête pas de dire dans ce livre, sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, pour dire, ben voilà, ça s'appelait pas comme ça avant. Moi, j'accorde par exemple beaucoup de place à l'histoire de l'immigration. Ça, c'est évidemment un truc qu'on retrouve pas du tout dans le roman national. J'accorde beaucoup de place à l'histoire coloniale, qui est présente dans le roman national, beaucoup, mais évidemment sous une forme de justification de la supériorité occidentale. Moi, c'est évidemment pas comme ça que je l'intègre. Donc oui, c'est un récit alternatif et c'est un récit qui tente de redonner une place juste à celles et ceux dont on parle peu. Est-ce que c'est pour autant un récit de gauche? Sans doute,
que c'est un récit qui nourrit la famille politique de la gauche. Mais c'est pas un récit d'endoctrinement comme peut-être celui du roman national. C'est pas un récit qui enferme les gens dans une vision idéologique du passé. C'est un récit qui est là pour faire réfléchir, c'est un récit qui est là pour faire douter. Le roman national, il n'est pas là pour faire douter, il est là pour qu'on consente à une version. Moi, c'est pas ça. Moi, il y a plein de moments, par exemple, où j'interpelle les gens dans ce livre, parce qu'il y a des petits apartés à la fin de chaque chapitre et des espèces de petits résumés. C'est le moment où je me sens libre de parler aux lecteurs et aux lectrices, et je leur dis, bah, voyez, par exemple, après chapitre sur les plantations, les colonies, je leur dis, vous voyez, ben voilà, la question du racisme, elle est lourde aussi à cause de ça. Donc j'amène les gens à se poser des questions, j'amène les gens à se dire, ah oui, tiens, j'avais pas forcément pensé les choses comme ça. C'est des petits trucs, mais voilà, c'est surtout ne pas verser dans un récit de vérité. C'est pas un récit de vérité. Alors justement, tu dis que c'est pas un récit de vérité. On pourrait même dire à certains égards, c'est pas un récit qui est purement scientifique, au sens de la science historique. Tu te permets précisément ces apartés, tu te permets certaines comparaisons avec le présent, tu vois, chose que genre les historiens se gardent bien de faire. Tu te permets parfois aussi l'utilisation du futur, genre qui est vraiment un truc... Pas des rétros. Exactement, totalement interdit normalement chez les historiens. Est-ce que ça, pour toi qui, à la base quand même, sort de la science historique, tu vois, est-ce que ça t'a posé un problème? Comment est-ce qu'on joue avec ça? Et surtout, je sais que tu as travaillé avec des relecteurs et des relectrices qui étaient spécialistes de chaque période que tu abordes dans ton livre. Comment est-ce que eux ils l'ont pris, tu vois, parce que toi c'est ta liberté, Laurence Decoq, mais est-ce que eux ils se sont dit genre oh là là mais qu'est-ce qu'elle fait, genre c'est pas possible, je vais lui corriger tous ses futurs et toutes ces apartés, ces métaphores, etc. Ouais, c'est une bonne question ça. Alors le premier point, j'ai eu aucun cas de conscience, hein. Évidemment, ça m'a beaucoup amusé de prendre énormément de liberté avec les normes académiques. Alors, je peux le justifier parce que moi, je suis une didacticienne en fait de formation, didacticienne, pédagogue. Et nous, on sait dans le milieu de la didactique de l'histoire que les enfants, quand ils apprennent l'histoire, eux-mêmes, ils font des comparaisons, des anachronismes, de la téléologie, etc. C'est comme ça qu'on apprend l'histoire. On dit ah Louis XIV, je vais comparer avec Hitler. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Qu'est-ce qui différencie, etc. Les mômes, ils ont besoin de trucs comme ça. Donc je sais que cette activation des formes d'anachronisme, des formes de téléologie et le futur, mais à chaque fois que j'écris un futur, franchement j'ai jubilé intérieurement comme une sorte de revanche contre ces normes qui, bon, pour moi d'ailleurs, sont pas très intéressantes. Donc voilà, j'ai pris des libertés avec ça et vraiment je me sens tout à fait à l'aise avec ça parce que je sais que ce sont des leviers de compréhension, d'apprentissage. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai fait le choix de ne mettre dans le récit aucune référence académique. Je ne dis pas un tel a fait la recherche là-dessus. Il n'y a pas de note de bas de page. Voilà, il n'y a aucune note de bas de page pour ne pas interrompre le récit. Tout est en bibliographie à la fin. Donc ça c'est un choix, voilà, là aussi tout à fait réfléchi. Parce que je suis dans une logique d'accessibilité et parce que les personnes auxquelles je m'adresse en ont rien à foutre de savoir quel est le nom du docteur ou de la docteure qui a travaillé là-dessus. Alors la relecture, j'ai pas choisi les gens complètement par hasard. J'ai choisi des gens que je savais sensibles à la vulgarisation. Donc que je savais à la fois connaisseurs et connaisseuses de leur sujet, et sensible à la vulgarisation et me connaissant bien et donc sachant aussi comment je fonctionne, quels sont mes projets, etc. Par exemple, sur le premier chapitre, mon relecteur, c'est Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule qui... Sur la préhistoire. Sur la préhistoire et puis même les premiers moments, le Haut Moyen-Âge. Sur l'Antiquité en général et puis le Haut Moyen-Âge. Évidemment, qui peut dire que Jean-Paul Demoule n'est pas compétent dans son domaine? Personne. Donc, pour ça que je l'ai pris. Et Jean-Paul Demoule, c'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation. Donc je savais qu'il allait me lire avec les deux yeux. Celui de la scientificité, et donc la justesse des propos, et celui de la vulgarisation.
Donc il a très bien joué le jeu et il n'y a eu évidemment aucun problème. Et donc et pour les autres chapitres c'était pareil. À chaque fois qu'il y avait des corrections, il y avait une proposition de reformulation qui adoptait en fait ma perspective. Donc là-dessus ils ont été géniaux, voilà. Mais je dis c'est des amis, c'est des camarades, c'est des gens qui ont bien compris le projet, quoi. Mais donc pour toi, même si ton projet c'est de faire une histoire populaire et donc te détacher un peu de la scientificité stricte de normalement les ouvrages d'histoire, la validation par les pairs reste quelque chose de cardinal. Oui, c'est-à-dire que je voulais que ce que j'écrive soit juste. Parce que ce récit est un récit qui n'est pas une belle histoire que j'avais envie de raconter. C'est aussi un récit qui, en creux, dit « voilà ce que c'est l'histoire. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà ce qu'on sait de pourquoi un peuple se révolte. Voilà ce qu'on sait des raisons pour lesquelles, eh bien, parfois, il ne fait que subir, ou alors, il n'est pas toujours dans le camp du progrès, le peuple. Voilà. Ça, c'est des réflexions qui sont des réflexions d'historiennes et d'historiens. Le moment où je vais parler aussi, par exemple, des guerres de religion ou de l'édit de Nantes ou du massacre de la Saint-Barthélemy, j'ai en tête les travaux de Jérémy Foa, qui est sans doute le spécialiste de la question, et son apport, il est absolument énorme dans ces domaines-là. C'est-à-dire, la Saint-Barthélemy, c'est pas tout à coup une espèce de massacre spontané, impulsif, où tout le monde sort, sent une espèce de cruauté s'abattre sur lui, et puis à l'aveugle, il y a un massacre des protestants. Je veux dire, le travail de Jérémy Foa montre que c'est pas ça du tout. Donc je raconte ça avec mes mots et de façon très simple, mais voilà, je déplace les choses par rapport au poncif. Et ça, je le fais parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant moi sur ces sujets. À la réponse à ma première question, t'as dit, j'ai produit ce codex précisément pour m'opposer à une vision fantasmée de l'histoire portée par qui est assise sur le roman national, qui est notamment portée par des parcs d'attractions, par une littérature jeunesse, par des BD, etc. Toute une production, on va dire, qui est en dehors du champ strict de l'éducation nationale. Comment est-ce que tu penses que toi, tu as produit un codex, tu n'as pas produit un parc d'attractions, tu n'as pas produit un spectacle, tu n'as pas produit un film. Comment est-ce que tu crois que ça soit de taille à lutter contre Le Puy du Fou et Gladiator 2 ? Mais c'est pas de taille. Moi, je fais ce que je sais faire. Je sais écrire des livres. Je ne sais pas concevoir des parcs d'attractions. Je ne sais pas faire autre chose. Et tu n'es pas Ridley Scott. Et je suis pas Ridley Scott. Donc, je fais ce que je sais faire. C'est vraiment ma petite pierre à l'édifice. Ça n'a pas du tout, l'ambition alors, si c'est à lieu, c'est génial, hein, mais j'y crois pas à des masses. Mon idée, c'est que ça fasse mouche, c'est-à-dire que ça puisse inspirer d'autres projets. C'est une pierre à l'édifice, c'est un début, c'est pas une fin. Par exemple, j'ai des associations d'éducation populaire qui s'emparent de ce livre, s'emparent de ce projet. J'aime bien, tu dis codex, je l'appelle pas comme ça, mais allez, on dit c'est un codex. S'emparent de ce codex pour réfléchir à comment faire des outils de lutte contre l'extrême droite. Moi, je suis ravie de ça. Et faire des outils, ils savent faire des outils d'extrême droite, les associations d'éducation populaire, des outils contre l'extrême droite. Ils savent faire des outils contre l'extrême droite, ils font des jeux de cartes, des machins. Et donc, moi, le fait de savoir que ce livre-là, il va essaimer de cette manière-là, dans des colonies de vacances, dans les centres aérés, j'ai eu d'autres propositions aussi de CE d'entreprises qui veuillent que j'aille voir leurs ouvriers, leurs salariés, justement pour en parler. Moi, au fond, c'est ça mon idée. C'est ce que je sais faire dans la bataille culturelle. On a tous des spécialités hein, en tant que soldats. Moi, c'est celle-là la mienne. Voilà. Donc, c'est reste modeste. Mais si ça prend de cette manière-là, si ça essaime de cette manière-là, ben voilà, pourquoi pas. J'ai posé la question autrement. Est-ce que tu trouves que les historiens et les historiennes, pour ne parler que d'eux, participent à leur juste
mesure au combat précisément contre le roman national, contre les idées d'extrême droite. Je te demande pas de critiquer le corps auquel tu appartiens, mais c'est vrai que moi par exemple étant auditeur de France Culture et à 9h quand je prends le métro, il y a cette émission sur l'histoire, j'écoute les historiens et les historiennes qui sont interviewés tous les jours et je peux dire que c'est quand même un sacré niveau d'entrée pour comprendre ce qu'ils racontent, souvent avec une précision. Alors en plus ça c'est, je trouve, une particularité des historiens et des historiennes du 21e siècle, c'est d'être vraiment spécialiste de, c'est un peu cette blague des chevaliers du lac de Palagru en l'an 1000, et de ne jamais vouloir sortir de ce champ-là, surtout jamais d'extrapolation, jamais de sortir de ce cadre historique, enfin chronologique strict et géographique. Est-ce que là il n'y a pas un travail aussi de la part de ces historiens, de ces pontes, de sortir un peu de leur champ et de ne pas s'adresser qu'à leur père ou à une espèce d'élite qui aurait accès à tous les concepts qu'ils manipulent? Il y a une partie des historiennes et des historiens qui ont bien compris ça et qui font le job. Et c'est notamment tous ceux qui font tout ce travail de déconstruction dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est indéniable que ça existe et voilà, il ne faudrait pas faire comme s'il n'existait pas. Non, mais attention, mais il y a parce une que quand grande tu dis partie. Oui. déconstruction, ça veut pas dire que ça soit populaire. Hein. Tu peux déconstruire et c'est encore moins. Ça reste tout aussi compliqué. Oui, mais on a toute une frange d'historiens malgré tout. Je pense à Benjamin Briot, Nota Bene. Là, on a beaucoup d'historiens qui ont investi notamment les champs des réseaux sociaux, de YouTube, etc. C'est pareil, c'est des trucs que moi je sais pas faire du tout. Et qui, quand je dis ils font le job, ils font les choses bien. On a beaucoup d'historiens aussi critiques. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir un rapport critique à la matière et qui savent utiliser ces différents registres à la fois de discours et de compréhension pour être capable de dire les choses scientifiquement lorsqu'ils s'adressent à des spécialistes et pour être capable de les dire plus simplement lorsqu'ils s'adressent au plus grand nombre. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et là, franchement, l'université a un problème. D'abord, la question de la vulgarisation n'est pas du tout valorisée dans une carrière universitaire. Ça, c'est sûr que c'est une perte de temps pour faire carrière, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il y a toujours cette croyance que la production scientifique va ruisseler, quoi. C'est-à-dire qu'elle va, de manière naturelle, descendre sur la population. Bah, ça marche aussi mal que le ruissellement dans le domaine économique, quoi. Donc oui, je trouve qu'on a du travail à faire. Je trouve que on a laissé de la place. On a laissé la place aux réactionnaires. Et ça, c'est vraiment un dossier dont le plus grand nombre va devoir s'emparer assez vite, quoi. J'ai une dernière question, Laurence. C'est une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. La France est toujours la dernière d'Europe en mathématiques et championne des inégalités entre les filles et les garçons, donc dans les inégalités de genre. Si je te pose cette question, c'est parce que on nous parle souvent de ce décrochage de l'éducation nationale ou de l'éducation d'ailleurs tout court des petits Français et des petites Françaises qui en gros ne sauraient plus lire et écrire, ne sauraient plus calculer, sont nuls partout et par rapport à d'autres nations sont moins bonnes. Est-ce que toi ce que tu fais c'est aussi pour essayer de réhabiliter, c'est sûrement pas le bon mot, mais de retrouver les voies et moyens pour que on arrive à nouveau à, je sais pas si c'est à nouveau parce que je sais pas si c'était mieux fait avant, mais qu'on arrive en gros à ce que l'enseignement soit quelque chose qui se passe bien dans notre pays. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je dis pas ce qui n'est plus le cas parce que c'était sûrement pas mieux avant, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des gros problèmes dans la façon dont on enseigne à nos enfants. Très honnêtement, ce livre-là, c'est un livre qui sort de l'école. Je ne le fais pas dans une perspective d'éducation nationale, je le fais dans une perspective d'éducation populaire. Donc là, mon idée en le concevant, c'est pas de chercher à remédier aux inégalités scolaires. Je sais bien que c'est pas ce que tu dis, mais voilà, c'est pas ça. Mais quand même 2 points là-dessus. Premier point, on va féliciter Jean-Michel Blanquer.
parce que là, c'est quand même le bilan de son passage au ministère, le plus long ministère, ben voilà, où est-ce que ça a donné, il faut se le dire. Deuxième point, on va relativiser, parce qu'en effet, les critères tous les classements internationaux, tout ça, ça se discute, et il y a des enfants qui savent aujourd'hui beaucoup plus de choses que les mêmes enfants il y a 10, 20 ou 30 ans. Hein. C'est juste aussi que les savoirs évoluent, les compétences évoluent, donc il ne faut pas non plus être trop alarmiste. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que les inégalités scolaires, elles sont bien là. La France reste la championne pour faire aller très loin les très bons et ne pas réussir à faire décoller les plus faibles. Hein. Et ça, en revanche, on peut le prendre dans tous les sens, c'est absolument vrai. Alors, en quoi ce livre-là va pouvoir éventuellement jouer son petit rôle là-dessus? Je l'ai quand même conçu, je le dis, je l'ai fait pour l'éducation populaire, mais je l'ai aussi fait pour notamment les professeurs des écoles, c'est-à-dire ceux qui vont travailler avec les petits. Parce que aujourd'hui, la formation des professeurs des écoles est absolument pitoyable dans le domaine de l'histoire, de la géographie et de l'EMC, c'est-à-dire qu'on ne leur offre plus que des mathématiques et du français. Et donc, on a beaucoup de professeurs des écoles qui arrivent et qui doivent enseigner à partir de l'idée qu'ils ont de l'histoire quand ils étaient eux-mêmes élèves. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est une forme de remise à niveau aussi pour ces collègues-là qui ne sont pas forcément spécialistes, et puis aussi parce que je vois arriver gros comme une maison la réécriture des programmes d'histoire en primaire, avec un prisme de roman national, voilà, parce que c'est réclamé par le RN, c'est réclamé par Bruno Le Maire quand il s'est targué d'être président de la République, donc c'est réclamé par une partie de la droite. On a parlé de Philippe de Villiers, on pourrait parler de François Fillon, etc. Donc en fait, il y a une sorte de revival aussi du roman national, avec cette idée que ça fait aimer la France, enfin bon, un gros bon nationalisme bien rance et bien réac. Donc je pense qu'il va y avoir une réécriture de programme, puisqu'en ce moment on donne des gages à l'extrême droite partout où on peut. Et donc ce livre-là, c'est un peu un récit contrepoison. Voilà. Donc je l'ai aussi fait pour eux. Si jamais ça arrive, au moins ils sauront sur quoi ils peuvent s'appuyer pour essayer de subvertir ce roman national à l'école. Eh ben, merci beaucoup Laurence, et j'enjoins tout le monde à lire ce livre, Histoire populaire de la France d'il y a longtemps à nos jours aux éditions Agone, mais aussi à l'offrir. Je ne sais pas si vous faites partie, par exemple, des gens qui vont faire les programmes de demain pour l'éducation nationale. Bah, lisez-le, vous serez peut-être bien inspiré. Ou alors si vous avez le tonton réac au repas de Noël, voilà. Quoi. Tiens, c'est une histoire de la France. En plus, il sera content d'avoir une histoire de la France. De France. Exactement. Oh, une belle histoire de France. Sous le sapin, ça va très bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Pablo.